Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde avec nos partenaires Ouest France, Nice Matin, le magazine France Antilles, 20 minutes, Le Point et Géostratégie Magazine. Voilà, mon invité ce matin, c'est Valérie Hayé. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Valérie Hayé, vous êtes tête de liste Besoin d'Europe à ces élections européennes. On va parler dans un instant évidemment de l'actualité de la nuit qui est la Nouvelle-Calédonie, qui télescope cette élection européenne. Mais je voudrais revenir sur le dernier sondage IFOP fiducial qui vous donne à 16,5%. Est-ce qu'au fond, Raphaël Glucksmann ne fait-il pas une très bonne campagne? Et est-ce qu'au fond, les stratèges de votre campagne l'avaient-ils imaginé? Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je fais une campagne de terrain au contact des Français et que ce que je perçois sur le terrain, c'est qu'il y a une attente des Français vis-à-vis de l'Europe et une attente aussi vis-à-vis de la majorité présidentielle sur l'Europe. Depuis le premier jour, on parle d'Europe. Je dis le premier jour avec le président de la République en 2017 qui a mis l'Europe au cœur du débat public français. Et puis, depuis 5 ans, nous avons fait bouger les lignes en Europe avec la majorité présidentielle, avec notre groupe Renew. Et moi, est-ce que c'est pas pour l'adversaire que vous n'aviez pas vu arriver? Mon adversaire principal dans cette élection, c'est le Rassemblement national. Je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite si haut dans les sondages. Et donc, moi, ma priorité, c'est de 32,5% pour le dernier sondage. Ma priorité, c'est de dire aux Français, ne soyez pas dupes. Et le combat pour l'Europe, c'est le combat contre l'extrême droite, puisque l'extrême droite, aujourd'hui, dit des choses sur les plateaux télé, mais fait l'exact inverse au Parlement européen. Et fondamentalement, cet électorat qui vous manque, qui est parti chez Raphaël Glucksmann, on l'avait sur ce plateau il y a quelques jours, à votre place même. Est-ce qu'au fond, cet électorat ne va pas chez Glucksmann alors qu'il aurait dû venir chez vous? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de stratégie? C'est une élection de mobilisation. Moi, je suis sur le terrain, mobilisée à aller convaincre les Français que notre projet, c'est le meilleur pour la France et pour l'Europe. Je suis la tenante de l'optimisme lucide. C'est-à-dire que nous sommes lucides sur la réalité des menaces qui pèsent sur l'Union européenne. On est dans un moment de bascule. Et moi, ce que je veux dire aux Français, c'est allez voter le 9 juin. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Ne donnez pas les clés du camion à l'extrême droite parce que très concrètement, ça veut dire une minorité de blocage au Parlement européen et l'incapacité de répondre aux réalités, aux menaces qui pèsent sur notre Votre jugement personnel, il fait une bonne campagne ou pas, Raphaël Glucksmann? Mais je ne suis pas là pour commenter la campagne des autres. Je suis là pour faire ma campagne, pour aller au contact des Français et puis pour leur dire que moi, je crois fondamentalement dans nos capacités à faire bouger les lignes. On l'a fait pendant 5 ans sur le mandat qui vient de se terminer et nous sommes la seule force en capacité de continuer à faire bouger les lignes au Parlement européen et en Europe avec l'engagement du président de la République et parce que nous sommes en responsabilité. Si vous voulez que je fasse un commentaire sur le candidat dont vous parlez, moi je suis présidente d'un groupe qui fait les majorités. Les candidats des groupes LR qui siègent LR et PS aujourd'hui sont dans des groupes qui sont importants et qui comptent au Parlement européen, sauf qu'ils se mettent en marge de leur propre groupe. Raphaël Glucksmann n'a pas voté le pacte asile-immigration, il n'a pas voté le plan de relance. Donc quand on se dit pro-européen, normalement on est du côté de l'action, comme son propre groupe européen l'a voté, son groupe européen, il a voté le pacte asile-immigration, il a voté le plan de relance. Moi, je constate que Raphaël Glucksmann, il est dans des postures au Parlement européen, il fait de la politique nationale. Moi, je suis là au service des Français et je fais bouger les lignes en Europe. Valérie Hayé, tête de liste Besoin d'Europe est notre invitée ce matin dans Face au territoire sur TV5 Monde. Dans un instant, Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff et retour sur cette situation explosive en Nouvelle-Calédonie avec cette nuit encore des émeutes. Deuxième nuit d'émeutes qualifiée d'indigne par Emmanuel Macron, l'état d'urgence qui a été décrété hier, un conseil de défense ce matin, l'armée qui est envoyée sur place. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des représentants du gouvernement qui se rendent sur place? D'abord, je voudrais dire un mot de soutien aux néo-calédoniens et aux forces de l'ordre. Sur place, la situation, elle est inacceptable, elle est dramatique, elle est inacceptable. L'ordre doit revenir. Vous l'avez dit, il y a eu un conseil de défense hier matin. L'état d'urgence a été déclaré. Des forces de l'ordre vont venir en soutien. Il y a un nouveau conseil de défense ce matin. Donc je laisse évidemment le président de la République avec les autorités compétentes prendre les bonnes décisions. Mais l'urgence, c'est le retour au calme, au dialogue. Et ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Entre Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, on a l'impression que c'est des territoires qui sont soit en pleine explosion, soit au bord de l'explosion en permanence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'apaiser la situation dans ces territoires ?
Ces deux territoires que vous citez ont été prioritaires depuis 2017 dans l'action du président de la République et du gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, on avait trouvé par la force du dialogue une solution. Maintenant, il faut que l'apaisement revienne. À Mayotte, même chose, ça a toujours été un territoire prioritaire. Il y a des mesures qui ont été prises. Et évidemment, ce sont des territoires importants de la République et il faut qu'on puisse apporter les bonnes réponses. Vous étiez à La Réunion fin avril pour développer votre projet sur les territoires ultramarins notamment. Quel sens l'Union européenne peut-elle avoir pour ces territoires qui en sont finalement si éloignés? Des territoires éloignés géographiquement, mais au cœur de l'Union européenne et des enjeux de l'Union européenne. Mais là, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on voit qu'on n'a personne du gouvernement, ne serait-ce que du gouvernement français sur place. Le gouvernement est à la manœuvre. Il y a très peu de temps, le gouvernement a été présent sur le territoire. Je laisse évidemment les ministres concernés prendre les décisions qui sont nécessaires. Le gouvernement est en soutien des territoires ultramarins. Et pour l'Europe, évidemment, ces territoires ultramarins sont une chance. C'est une chance d'un point de vue de l'implantation. Pour la puissance de l'Europe. Évidemment, c'est une chance en termes d'implantation géostratégique dans les chamboulements du monde, en termes d'influence européenne et française. Alors justement, sur les influences, on parle beaucoup d'influence étrangère autour de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous pensez, quel discours vous pouvez avoir, quelle analyse vous pouvez avoir là-dessus? Est-ce qu'effectivement la Chine, l'Azerbaïdjan ou d'autres puissances étrangères pourraient avoir intérêt à ce que la France... Des puissances du Pacifique notamment. Soit en proie à des phénomènes d'insurrection dans ces territoires? Si c'est avéré, il faut évidemment, c'est inacceptable et il faut évidemment avoir un discours franc, une diplomatie ferme vis-à-vis de ces États. Et on voit bien de manière générale que ça soulève la question des ingérences étrangères, comme on l'a vu sur le continent européen avec la Russie, des tentatives de désinformation, de manipulation. Donc c'est le reflet, l'illustration qu'il y a des puissances qui nous sont hostiles dans le monde et qui cherchent à nous fragiliser. Oui, mais par exemple au Sahel, on a bien vu que la Russie avait été à la manœuvre et que la France s'est désengagée. Là aussi, il faut qu'on puisse avoir une décision et un leadership européen parce qu'on est évidemment plus fort pour se protéger ensemble à 27. Et donc, ce sont les décisions de la France, les décisions de l'Union européenne qui font qu'on pourra contrer de manière plus efficace ces menaces qui pèsent sur nous et ces tentatives de déstabilisation. Dernière question. Bruno Retailleau, le chef de file des LR au Sénat, fait le lien, par exemple dans le Figaro et ce matin à la radio, entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ce qui s'est passé avec l'attaque d'un fourgon de l'administration pénitentiaire, en parlant d'effondrement de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? L'État, alors la situation est trop grave pour aller dans des politiques politiciennes. On a deux situations qui sont complètement différentes, qui sont extrêmement graves. Et l'État, le gouvernement est en responsabilité. Moi, j'ai pleine confiance dans le gouvernement pour répondre à ces deux situations qui sont évidemment gravissimes. La une du Point, Armelle Le Goff. La une du Point sur l'heure fatidique en Ukraine. Justement, encore une question. L'Ukraine, on voit que la Géorgie aussi vit une situation de tension. Est-ce que l'Europe devrait faire plus pour ces territoires ? Alors, on a été en soutien de l'Ukraine depuis le premier jour. Et je voudrais dire aux Français que la sécurité de l'Ukraine, c'est aussi la nôtre. La Russie cherche à nous déstabiliser. La Russie a agressé l'Ukraine, mais on voit bien l'inflation énergétique qui a été la cause, qui a émergé très vite à la suite de la guerre en Ukraine. On ne sait pas où s'arrêtera la Russie. Si l'Ukraine devait perdre, potentiellement que la Russie aussi pourrait être plus agressive et offensive vis-à-vis de nous. Et si la Russie gagnait, en plus d'un point de vue économique, on aurait une explosion de l'inflation. Donc il faut qu'on continue à soutenir l'Ukraine. Et la priorité, c'est que l'Ukraine sorte vainqueur de cette guerre. C'est Valérie Hayet, tête de liste Besoin d'Europe, qui est notre invitée ce matin dans Face au territoire. Merci Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point. On va partir pour Fort-de-France, pour la Martinique, Valérie Hayet, puisque Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de notre partenaire France Antilles, a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Valérie Hayet. Vous avez rappelé récemment, lors d'un déplacement à La Réunion, ce que vous appelez le réflexe outre-mer, c'est-à-dire la possibilité et surtout avoir à l'esprit de pouvoir adapter dans chacune des prises de décision du Parlement européen une déclinaison adaptée aux territoires ultramarins. Lors de la précédente mandature, au sein du groupe que vous représentez, quelles ont été les adaptations qui ont pu être effectuées en faveur des territoires d'outre-mer ? Merci, bonjour. Alors oui, durant le mandat, on a développé le réflexe outre-mer. C'est un principe simple, c'est le fait de se dire, à chaque fois qu'on adopte une législation, eh bien, quelle est son implication sur l'outre-mer? Est-ce qu'elle est
adaptable? Est-ce qu'elle n'est pas contre-productive compte tenu des contraintes et des spécificités de nos territoires ultramarins? Et comment on peut mieux saisir les opportunités dans ces territoires ultramarins? Donc, quelques exemples sur le réflexe outre-mer qu'on a inculqué. Par exemple, on a révisé le marché carbone. Donc, au-delà de la dimension très technique, il y avait un risque qu'il y ait une hausse des coûts des billets d'avion ou du coût du fret donc, maritime. Donc l'Europe est une solution, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, pour les territoires ultramarins. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit attention, on réforme ce système, mais attention, on permet de garantir les prix et qu'il n'y ait pas de hausse pour les ultramarins quand ils reviennent dans l'Hexagone. Donc ça, c'est une illustration de ce qu'on a fait en termes de réflexe outre-mer. Et c'est fondamental parce que quand on l'a inculqué, ce réflexe, parce que évidemment, il n'y a pas, quand on est tchèque, on n'a pas de réflexe outre-mer, on ne se dit pas, ah, il y a une priorité exactement dans le Pacifique sur ces questions-là. Donc on a réussi à convaincre nos collègues qu'il y avait des spécificités des territoires ultramarins qui étaient aussi des atouts en termes géostratégiques, en termes d'indépendance, en termes de préservation de la biodiversité, et que donc il fallait qu'on ait une approche différente. Merci Valérie. Et dans un instant, nous partons pour Nice. Nice, où se trouve en duplex et en direct des studios de Nice Matin, Denis Caro, qui est directeur des rédactions de Nice Matin. Denis. Bonjour Valérie Hayé. Mardi, la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic a publié un rapport particulièrement sévère. Et mardi, c'est le jour où un assaut a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Alors face à ce fléau qui touche tous les pays, que peut faire l'Europe et comment faire pour unir nos forces contre les trafics et les trafiquants? Merci de cette question qui est extrêmement importante. On a en Europe ce qu'on appelle Europol. C'est en fait une police criminelle européenne qu'on a renforcée durant le mandat qui vient de se terminer. Je voudrais dire ici que nous avons soutenu le renforcement d'Europol, que l'extrême droite, l'extrême gauche et la gauche française n'ont pas soutenu le renforcement d'Europol. Donc il faut aussi que les adversaires dans cette élection se posent les bonnes questions sur leur positionnement. Il faut qu'on coopère davantage et qu'on renforce Europol dans les prochaines années, dans les prochains mois et dans les prochaines années pour être plus efficace, notamment dans la lutte contre le trafic de drogue. Et moi, je souhaite qu'on crée une sorte de FBI européen pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus coordonné sur la lutte contre le trafic de drogue. On voit bien que la drogue transite notamment par les ports européens. Et on a mis en place, il y a quelques semaines maintenant, une alliance européenne des ports pour mieux faire coopérer nos douanes portuaires et être plus efficaces dans la lutte contre le trafic de drogue. Denis Caro. Pour lutter contre les trafics, plusieurs pays européens assouplissent la législation sur le cannabis. Est-ce que c'est une piste qu'on pourrait envisager ? C'est un sujet qui mérite débat, mais surtout qui mérite de la réflexion. Effectivement, vous l'avez évoqué, l'Allemagne a ouvert cette opportunité-là. Moi, je suis favorable à ce qu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, mais surtout qu'on ait des retours. Donc, je pense que ça ne répond pas à la problématique du moment. L'enjeu là, maintenant, c'est de renforcer Europol, de lutter contre le trafic de drogue et contre le narcotrafic. Denis Caro, dernière question. Parmi vos 48 propositions figure l'augmentation du nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes qui serait porté à 30 000. Est-ce que c'est la réponse la plus efficace face à la crise migratoire ? Alors, la réponse la plus efficace à la crise migratoire, c'est d'abord ce qu'on a adopté, le pacte asile-immigration, il y a quelques semaines maintenant au Parlement européen. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre l'immigration irrégulière, c'est-à-dire on change fondamentalement de philosophie. Les personnes qui vont arriver aux frontières devront être enregistrées, on va prendre leurs empreintes, leurs photos, mais sur les agents, identité. précisément, la question. Je vais vous le dire, mais simplement je le dis, c'est important, le pacte asile-immigration, je suis la seule à l'avoir voté. Aucun de mes concurrents dans cette élection ne l'a voté. Or, c'est ce qui permettra véritablement de contrôler l'immigration irrégulière. Sur les agents de Frontex, il faut qu'on augmente. Donc on a en 2019, on avait fait une promesse qui était d'augmenter à 10 000 le nombre d'agents Frontex. On y est. Maintenant, je porte le fait qu'on doit les porter à 30 000 pour être plus efficace, plus de gardes frontières et plus de gardes côtes. La une de Nice Matin, Denis Caro, et vous êtes proche de Cannes, là. C'est bientôt pour vous le moment d'y aller, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est la une de notre édition Grand Ouest avec le festival de Cannes et hier soir, le dernier opus de la saga Mad Max de George Miller. Merci Denis Caro qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin en duplex et en direct des studios de Nice Matin à Nice. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau.
Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour. Grosse actualité qui télescope la campagne. Oui, tout à fait, très grosse actualité. Vous avez parlé, donc on parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle du braquage meurtrier dans l'Eure. Vous avez parlé de deux situations extrêmement différentes, mais extrêmement graves, je vous cite à l'instant. C'est une très grosse actualité qui est de nature à écraser la campagne. Est-ce que c'est encore possible en ce moment, face à une actualité aussi dramatique, de continuer à parler de fond, d'Europe et de faire campagne normalement ? On en parle ce matin, par exemple. Donc, évidemment, moi, je laisse le gouvernement qui est à la tâche, le président de la République, les membres du gouvernement qui sont à la tâche pour répondre à ces deux situations qui sont extrêmement graves. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à faire campagne, de continuer à parler d'Europe. Et par ailleurs, on l'a vu, par exemple, sur la lutte contre le narcotrafic. On a des réponses à l'échelle européenne qu'il faut porter. Donc, ce sont des problématiques qui couvrent aussi les champs européens. Et quand vous arrivez à faire systématiquement le lien entre ces actualités-là, qui sont de nature, encore une fois, à télescoper la campagne et l'échelon européen, autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la campagne se recentre sur des sujets très franco-français ? Est-ce qu'il y a déjà une tendance écoutez, quand il y a des situations dramatiques et intolérables comme on les connaît, c'est logique que les Français s'y intéressent davantage et attendent les réponses du gouvernement, ce qui n'empêche pas par ailleurs de parler de cette campagne qui arrive et de continuer à expliquer les enjeux aux Français, parce que l'enjeu, il est fondamental de cette campagne. Le président de la République, il l'a dit, l'Europe, elle est mortelle et il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et moi, je porte un projet pour répondre aux défis qui sont devant nous, des menaces extérieures, le risque de décrochage économique, et je souhaite que l'Union européenne avance, et notamment et qu'on investisse pour les secteurs stratégiques. Juste un mot à propos d'actualité dramatique. Là, à l'étranger, cette fois, il y a eu la tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Qu'est-ce que vous savez de cette histoire et comment vous la jaugez ? Je n'ai pas plus d'informations que celles qui nous sont parvenues. Évidemment, c'est intolérable, insupportable, et j'ai adressé un message de soutien au Premier ministre slovaque, même si évidemment on ne partage pas du tout les mêmes idées politiques. La violence n'a pas sa place en politique, évidemment. C'est dramatique. Valérie Hayé est notre invitée tête de liste Besoin d'Europe dans Face au territoire ce matin. On va aller du côté de Rennes, où Chonu, qui est dessinateur et collaborateur de Ouest France, a une question à vous poser. C'est la tradition de cette émission sous forme de dessin. On écoute, on regarde Chonu. Valérie Hayé, bonjour. Sur le plan des idées, entre vous et Raphaël Glucksmann, il n'y aurait que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Mais le candidat du PS est devenu votre sparadrap du capitaine Haddock qui vous colle dans les sondages. Bien seul en début de campagne pour porter la flamme du camp présidentiel, vous voici aujourd'hui soutenu par les ténors du gouvernement, ce qui pourrait vous ralentir dans la dernière ligne droite. Voici ma question. La proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen est-elle une marque de défiance à votre égard ? Alors, merci de ces dessins, bravo, et merci de cette question. On vous le donnera, le dessin. Ah, merci. Le président de la République, depuis le premier jour, en tant que candidat à l'élection présidentielle en 2017, puis président de la République, parle d'Europe. Il parle d'Europe chaque jour, il est mobilisé. Et pour répondre très clairement à votre question, moi j'ai besoin de l'engagement du président de la République, j'ai besoin de l'engagement du Premier ministre. D'ailleurs, il est sur votre affiche, ça tombe bien. Effectivement, j'ai besoin de l'engagement de la majorité présidentielle, des membres de gouvernement, des parlementaires, des élus locaux, des militants. C'est vous qui l'avez demandé ou c'est lui qui a décidé d'être sur votre affiche ? Le président de la République avait dit qu'il s'impliquerait. C'est évidemment à lui de décider de la manière dont il souhaite s'impliquer. Le mérite, c'est le mérite de la clarté. Ouais. C'est une élection qui est existentielle. Le président de la République l'a dit, l'Europe est mortelle. Et donc, c'est légitime qu'il s'implique dans cette campagne. Il a toujours parlé d'Europe. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de la majorité présidentielle. Et le fait d'avoir un débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, ou peut-être un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce que c'est pas aussi de nature à polariser le débat entre Renaissance ou la majorité présidentielle et le Rassemblement national, et quelque part de conforter aussi le Rassemblement national, notamment dans la perspective de 2027 ? Ça permet de confronter véritablement des projets ça permet de confronter des projets. Vous n'avez pas peur que ce soit contre-productif ? Moi, je vous le dis, mon adversaire principal dans cette campagne, c'est le Rassemblement national. Je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite si haut dans les sondages. Extrême droite qui, par ailleurs, a un projet délétère pour notre société, mais aussi en termes de projet de société européen. Donc il faut le débusquer, leurs hypocrisies, leurs mensonges. Ouest France. La Nouvelle-Calédonie, la peur de l'embrasement. Merci Stéphane Vernet qui dirige la rédaction d'Ouest France à Paris. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes sur ce plateau.
Floréal Hernandez, vous êtes rédacteur en chef de 20 minutes. Bonjour. Bonjour Valérie Hayé. On a vu qu'Elisabeth Borne est sur la fin de la liste que vous menez, que Jean-Yves Le Drian mène votre comité de soutien, que vous avez fait du porte-à-porte avec Gabriel Attal. Est-ce que vous estimez que vous êtes assez soutenu par les cadres de la Macronie ? Je le redis, l'ensemble de la majorité présidentielle est engagée dans cette campagne. On ment pas, nous, quand on parle d'Europe. Depuis le premier jour, on a un engagement européen qui est assumé. Moi, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2017, son engagement pro-européen. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN. L'ensemble de la majorité présidentielle est mobilisée, engagée à mes côtés, et puis on est en train de monter crescendo. Et moi, ce que je sens sur le terrain, c'est une attente des Français. Les Français commencent à rentrer dans cette élection européenne. Et je suis mobilisée avec mes collègues, mes colistiers, dont Elisabeth Borne, Édouard Philippe, François Bayrou, Stéphane Séjourné, pour aller à la rencontre des Français et expliquer quel est l'enjeu de cette élection et quel est notre projet. Ce soir, vous serez à La Roche-sur-Yon. Il y a Bruno Le Maire qui va être en Bretagne, Fabienne Keller ou Aurore Berger qui seront dans les Savoies. Vous avez besoin de labourer le terrain et ces soutiens, est-ce qu'il faut qu'ils aillent eux aussi sur le terrain, ou devraient-ils être avec vous sur scène pour apporter leur soutien ? Il faut qu'on se déploie partout sur le terrain. D'ailleurs, depuis le début de la campagne, on a organisé plus de 450 réunions publiques. On fait du tractage, du porte-à-porte. On va à la rencontre des Français sur les marchés. Et donc, le plus on sera déployé, le plus on touchera de Français et le plus on sera efficace, évidemment. Alors, vous avez rencontré des Français particuliers ce week-end, ce qui fait que vous avez été piégé sur une photo. Il y a eu un clip parodique sur votre notoriété. Est-ce que vous craignez les deepfakes, les fake news pendant cette campagne ? On sait que ça arrive, par ailleurs, et il y a des risques d'ingérence dans cette campagne qui sont avérés, qui ont commencé d'ailleurs avant la campagne, et les deepfakes, ça fait partie effectivement des manipulations, de la désinformation qu'il faut contrer. On a au Parlement européen, avec ce qu'on a appelé le DSA, donc la régulation des géants du numérique et des contenus, commencé à mettre en place une législation pour obliger les plateformes à réguler, à retirer les contenus qui seraient illégaux, haineux, ou les contenus de deepfake avec des vidéos qui sont mensongères. Et donc on a un gros enjeu, évidemment, à la fois de régulation, mais aussi d'information du public, des Français, des électeurs, sur les risques qui pèsent sur nous pour pas qu'ils soient dupes, en fait. Et cette ingérence étrangère que vous citez, vous la craignez en France ou plutôt sur d'autres pays européens ? Elle est présente partout. Elle est présente en France, elle est présente sur d'autres pays européens. Il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, a révélé une opération qui s'appelle Portal Combat avec d'autres partenaires européens, avec des ingérences russes et de la désinformation russe partout en Europe. Donc elle est là, cette menace, et elle pèse sur la France, mais aussi sur l'ensemble des pays européens. La une de 20 minutes, Floréal Hernandez. Oui, c'était un journal qui s'appelait 20 minutes hier, puisqu'on s'adressait aux enfants, à leurs parents. On espère que les enfants... plus ou moins 10 ans. Hein. Mioche est gentil, quand même, alors, fallait presque dire. Oui, on espère que les enfants l'ont lu, avec ou sans leurs parents. Il y avait des contenus, on va dire, qui étaient tout publics ce jour-là. Floréal Hernandez, rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission. Merci, Floréal. Une petite question sur le moral qu'il faut garder. Quel est votre secret quand on voit que les sondages ne sont pas au rendez-vous, que la campagne peut patiner à un moment donné? Ça peut arriver à tous les candidats. Comment vous le vivez et qu'est-ce que vous vous dites vous-même? Comment ça se passe? À qui vous adressez-vous? À vos proches, à votre famille? Comment ça se passe pour vivre ce parcours du combattant? Alors moi, je suis déterminée et convaincue de la pertinence de notre projet européen. Mais quand ça ne marche pas, quand les sondages ne sont pas là, que l'on baisse... En fait, moi, ce qui me donne le plus d'énergie, c'est les militants, les Français que je rencontre sur le terrain. Et c'est ça aussi qui donne beaucoup de force. Les Français qui nous disent, des militants, mais aussi des Français qui ne sont pas nécessairement des militants et qui nous disent continuez. C'est nouveau pour vous, cette joute électorale. Comment vous le vivez? Je n'étais pas dans la même position. Il faut s'endurcir. En 2019, oui. J'étais déjà candidate, oui. mais je n'étais pas évidemment dans la même position. Il faut beaucoup s'endurcir. C'est quoi le secret? Comment on réagit? Moi, je suis sincère dans mon engagement politique. Et je dirais, si je dois avoir un secret, c'est ma sincérité, le fait que, pardonnez-moi, ça peut paraître un peu basique, mais quand on fait de la politique, moi je le fais avec sincérité. Je fais de la politique parce que j'aime les gens, parce que j'aime les Français et que j'ai envie d'être à leur service. Non, parce que c'est le jeu de la politique, hein. Il y a des commentaires, il y a des critiques personnelles. Moi, je suis déterminée. J'ai un projet. Je suis convaincue que c'est le meilleur pour les Français. Et les échanges que j'ai avec les Français me donnent beaucoup aussi dans cette élection. Et c'est ce qui fait la force aussi d'une campagne électorale. Merci. Valérie Hayé, notre invitée ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Tom Benoît du magazine Géostratégie sur ce plateau.
Bonjour Tom Benoît, nous allons aborder avec vous les questions économiques de l'Union européenne. Bonjour Valérie Hayé. Alors, le sommet Choose France a eu lieu il y a quelques jours. Emmanuel Macron, vous-même je le crois, Gabriel Attal, Roland Lescure, avaient salué l'attractivité de la France. Il y a des pays d'Europe comme la Hongrie par exemple qui attirent des constructeurs automobiles, l'Allemagne également. Tesla s'est installé en Allemagne. Les constructeurs automobiles ne s'installent pas en France. En quoi concrètement le sommet Choose France est une réussite pour vous ? C'est une réussite très claire. 56 projets d'annonces, des dizaines de milliards d'investissements étrangers qui confirment que la France est attractive. Depuis 5 ans maintenant, 5 ans consécutifs, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Qu'est-ce qui fait qu'elle est attractive avec les prélèvements obligatoires les plus élevés, par exemple, d'Europe ? Une dynamique, un accueil favorable des entreprises, des Français qui ont une compétence et une main-d'œuvre qui est qualifiée. On l'a vu aujourd'hui, le chômage est revenu au plus bas, l'inflation a été jugulée, on accueille des entreprises. Typiquement, je vais vous dire, aujourd'hui dans le Dunkerquois, c'est des entreprises qui reviennent sur le territoire, c'est 20 000 emplois à la clé avec la production de batteries électriques. Ça, c'est très bien. À Toulouse, parce que sur ces 2 dernières va... années, avec un montant équivalent d'investissement étranger, les Britanniques ont créé 2 fois plus d'emplois que nous. Moi, je vous dis, en tout cas, la France est le premier pays attractif d'Europe. Pourquoi pas de constructeurs automobiles, par exemple ? La France est le premier pays attractif d'Europe. 2, on a une démarche de réindustrialisation à l'initiative du gouvernement. Production de batteries électriques dans le nord de l'Europe. Production de paracétamol à Toulouse ou à côté de Grenoble. L'industrie revient sur le territoire. C'est des emplois à la clé. Perdu jusqu'à présent en souveraineté, par exemple, sur la santé. Mais depuis des dizaines d'années. Donc là, on est en train de changer de braquet. C'est 160 000 emplois. Ces derniers temps, c'est depuis des dizaines d'années. C'est 30 ans de désindustrialisation. Le fait qu'Amazon s'installe, 60 000 emplois créés gros investisseurs depuis le début Amazon du quinquennat. par exemple, pour ce sommet Choose France, est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister finalement à la vente des appareils de production aux étrangers, mais pas de l'investissement productif ? Non mais on ne va pas se replier sur nous-mêmes, il nous faut des investisseurs étrangers, c'est une évidence, il nous faut aussi des investisseurs européens. Mais Amazon qui s'installe ici, des GAFAM comme ça, est-ce que ça ne va pas détruire les PME, les TPE qui travaillent ? Au contraire, ça vient en soutien du tissu de PME et de TPE et de PME, bien évidemment. On a besoin d'investisseurs étrangers. Après, il ne faut pas être dupe. Et on a, sur le mandat qui vient de se terminer, on a créé un mécanisme de filtrage des investissements étrangers. Par exemple, quand il y a quelques années, la Chine a acheté le port du Pirée, on n'a pas agi. Entre-temps, on a mis en place, c'était un bien stratégique, entre-temps, on a mis en place un mécanisme de filtrage des investissements. Et alors, si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, il y avait une rumeur qui circulait selon laquelle Biogarant, un laboratoire Servier, allait vendre une usine de production à des Indiens, je crois, ou des Chinois, pardonnez-moi, je ne me souviens plus, mais en tout cas hors Union européenne. Le ministre Lescure a dit, eh bien, si ça devait être confirmé, j'utiliserai le fameux mécanisme de filtrage des investissements, qui est un outil qui est mis à la disposition des États maintenant. Ça veut dire très concrètement que sur les biens qui sont stratégiques, sur les sites qui sont stratégiques, dès lors qu'on considère que c'est essentiel à la vie de la nation et de l'Union européenne, eh bien, on met un filtrage et on s'oppose, le gouvernement peut s'opposer à la vente. La souveraineté bancaire, nous avons encore 5 mégabanques. Emmanuel Macron a laissé entendre dans une interview en marge du sommet Choose France, interview donnée en anglais à Bloomberg, qui ne s'opposerait pas à la vente d'une banque comme la Société Générale, sur ce que l'on a compris, si elle devait être cédée à l'étranger. J'ajoute que la Société Générale n'est pas en bon état. Santé, mais est-ce que ça ne représente pas finalement une perte considérable de souveraineté de notre système bancaire ? On délègue nos pouvoirs à l'Union européenne pour la régulation, c'est le plan de l'Union des marchés de capitaux. On est prêt à vendre contre notre intérêt, l'intérêt de la France et de la souveraineté bancaire, une grosse banque française. Quel est le sens de tout cela ? D'abord, vous dites qu'on délègue à l'Union européenne, on décide en européen des choix qui sont les nôtres. L'Union des marchés de capitaux, c'est absolument nécessaire. Moi, j'ai envie qu'on ait des marchés de capitaux qui puissent permettre à nos entreprises de bénéficier de l'épargne des Européens. Je veux mettre en place un livret d'épargne européen pour permettre aux Français d'aller mettre leur épargne pour soutenir des industries, des entrepreneurs qui bénéficieront volontairement ce livret d'épargne, qui créeront des activités stratégiques pour l'Union européenne. Vont souscrire volontairement ce livret d'épargne. Évidemment que ce sera volontaire. Et moi, je suis fondamentalement convaincue que c'est gagnant-gagnant parce que les Français, on a 13 000 milliards d'euros d'épargne qui dort sur les comptes aujourd'hui. À quel endroit ? En France, les Français, pour le coup, en France, on a 6 000 milliards d'épargne. En Europe, les Français vont pouvoir investir
dans des industries stratégiques européennes, récupérer de l'argent et ça va contribuer au sentiment européen. La une de Géostratégie Magazine. Que se produirait-il si la France quittait l'euro, le système européen passait au crible? Et j'ajoute que Bruno Le Maire avait déclaré qu'il y avait 35 000 milliards d'épargne qui dormaient, à vérifier également. Personnellement, je ne pense pas qu'elle dorme, mais il faut s'attarder sur les chiffres. Dans un instant, merci à vous. Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Demet Korkmaz, vous êtes journaliste à la rédaction de TV5 Monde et on reparle des Chinois. Des Chinois, mais surtout des Américains qui ont décidé cette semaine de multiplier par 4 la taxation des véhicules électriques chinois qui arrivent sur leur territoire. La taxation passe de 25 à 100%. Que fait l'Europe ? Alors sur cette question-là, d'abord, il faut qu'on soutienne notre industrie européenne, qu'on rapatrie sur le territoire français et européen la production de voitures électriques. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment mais dans le comment Dunkerquois. Stopper le raz-de-marée? On annonce dès aujourd'hui un raz-de-marée des voitures électriques chinoises. Les Américains bloquent leur marché, les Indiens bloquent le marché. On sait aujourd'hui, par exemple, que la Chine produit 3 fois plus que ce que son marché n'est capable d'absorber. Donc là, il y a dans les ports européens, par exemple, des centaines et des centaines de voitures électriques chinoises qui arrivent tous les jours. Donc, qu'est-ce que l'Europe fait? Est-ce que l'Europe doit aussi agir et monter ses taxes douanières? Je vous le dis d'abord, réindustrialiser sur notre continent, rapatrier la production sur notre continent. 1. 2. Soutenir avec des investissements massifs sur la production de voitures électriques. 3. Cesser d'être naïf. Effectivement, ça veut dire, et on a demandé à la Commission européenne de mener une enquête sur les véhicules électriques chinois qui sont sursubventionnés, on le sait. Mais dès que cette enquête, permettez-moi de terminer s'il vous plaît, dès que cette enquête sera terminée, on prendra des décisions. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis doit aussi nous orienter sur les décisions qu'on doit prendre. On a été trop longtemps naïfs, l'Union européenne a été beaucoup plus préoccupée par le respect de ses règles de concurrence, a été beaucoup plus préoccupée par l'Allemagne qui voulait, pardonnez-moi l'expression, mais vendre ses bagnoles à la Chine. C'est toujours le cas. L'Allemagne traîne des 4 fers, la Suède aussi traîne des 4 fers. On est en train de changer de braquet sur cette question-là. De manière générale, quand on parlait par exemple de politique industrielle à l'échelle européenne, c'était un gros mot en 2019. Aujourd'hui, nos partenaires européens, ils ont compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait non seulement qu'on rapatrie nos industries stratégiques sur le territoire européen, mais vous dites toujours pas que faire face à la Chine. Mais en plus vous ne dites toujours pas ce qu'il faut faire face à la Chine. Est-ce que vous pouvez me permettre de continuer? Merci. Ensuite, qu'on assume un Buy European Act. Ça veut dire qu'on assume une préférence européenne, qu'on donne de l'argent à des entreprises qui produisent en Europe et en France. Quand on met en place le leasing à 100 € par mois pour les Français, ça a marché du feu de Dieu. Et pourquoi ça a marché? C'est parce que aussi on a dit on ne donne de l'argent que pour les entreprises, les voitures qui sont fabriquées en France et en Europe. Et vis-à-vis des tarifs douaniers, c'est une discussion qu'il va falloir avoir très vite parce que là encore, on ne peut pas rester naïf dans la mondialisation et on ne peut pas sacrifier une filière qu'il faut développer et qui est éminemment stratégique en termes d'indépendance. On passe à la Géorgie. La Géorgie a voté la loi sur l'influence étrangère. Est-ce que vous seriez favorable à ce stade à des sanctions contre Tbilissi ? Aujourd'hui, alors la Géorgie est dans une situation très particulière et quand je vois les milliers de Géorgiens qui manifestent contre cette loi, on voit bien la difficulté entre la présidente et le gouvernement, la présidente qui est très pro-européenne, le gouvernement qui est très proche de la Russie, et ces milliers de Géorgiens qui sont dans la rue et qui aspirent à un modèle. Oui, la présidente n'est pas la chef de l'exécutif, exactement, en l'occurrence. Ouais, et un futur européen. Problème. Exactement. Donc moi, je voudrais soutenir ces milliers de Géorgiens, la présidente qui sont en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne. Aujourd'hui, on a une configuration très particulière, la communauté politique européenne, qui n'est pas l'Union européenne, que le président de la République a lancée en 2022 et qui permet d'avoir un espace de dialogue diplomatique avec l'ensemble des pays, donc c'est 47 pays. Et je pense que c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut avoir des discussions. Dernière question sur Israël. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Alexander De Croo, le Premier ministre belge, propose un embargo sur les produits issus des territoires occupés. D'autres, comme l'Espagne, proposent plutôt le gel de l'accord d'association avec Israël. Vous vous situez où ? D'abord, je voudrais rappeler des principes évidents, mais qu'il est important de rappeler.
Israël a subi une attaque innommable le 7 octobre. Israël a le droit de se défendre, mais Israël doit aussi respecter le droit international humanitaire. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est intolérable, insupportable. Et la justice internationale devra faire son œuvre. Ensuite, il faut qu'on ait une diplomatie européenne, une voix européenne qui porte. Et c'est là où le bas blesse. Autant vis-à-vis de l'Ukraine, on a réussi à avoir une voix unique en soutien à l'Ukraine, autant vis-à-vis du conflit entre Israël et le Hamas, la situation est différente. En tout état de cause, il faut que la diplomatie parle. La France est en leadership sur ces questions-là. Il faut qu'on puisse passer des messages très clairs, évidemment, à Israël, tout en assurant le soutien et l'aide, la nécessité de l'intervention humanitaire. Donc, on ne sait toujours pas si vous allez soutenir plutôt Alexander De Croo ou plutôt l'Espagne sur leurs propositions respectives. C'est la diplomatie européenne. Les deux se cherchent des partenaires française et européenne qui doit avancer sur cette question-là. C'est absolument nécessaire qu'on soit coordonnés. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction de TV5 Monde. Valérie Hayé, quel conseil vous a donné le président de la République alors, avant la campagne, mais peut-être qu'il les a réitérés pendant cette campagne. Quel conseil il vous donne? Est-ce qu'il vous parle régulièrement? Je garde pour le président de la République et moi-même les échanges que nous avons ensemble. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il m'avait dit de rester moi-même. Et c'est ce que je fais dans cette campagne. Je suis convaincue par le projet européen. Je l'ai dit à plusieurs reprises au sein de la majorité présidentielle, avec le président de la République, le Premier ministre, moi-même, mes colistiers. On ne ment pas quand on parle d'Europe. On est convaincus qu'on est à un moment de bascule. Que l'Europe peut mourir si on prend les mauvaises décisions. Et en même temps, on a les moyens de protéger, d'assurer notre sécurité. On a les moyens de redevenir leader dans la compétition mondiale. Moi, j'ai envie que l'Europe demain, ce soit le continent qui a permis de mettre au point le vaccin contre le cancer, le traitement contre la maladie d'Alzheimer, que ce soit le continent qui permette de protéger nos enfants vis-à-vis des écrans. Mais si vous êtes inaudible sur ces sujets-là et si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que vous allez avoir comme levier avec une légitimité qui sera amoindrie du fait du score même de votre liste? Écoutez, moi, je suis mobilisée sur cette campagne. Je ne me pose pas la question de l'après. Mon enjeu, c'est de convaincre les Français. Je vous l'ai dit, je fais une campagne de terrain. Ce que je ressens, moi, sur le terrain, c'est que les retours sont positifs, très positifs. Est-ce qu'il y a des plans de campagne qui sont établis? Et est-ce que vous allez, par exemple, au vu de ce qui se passe, réactiver tel ou tel thème ou mettre un frein à tel ou tel autre thème? Comment ça s'organise une campagne très concrètement? On l'a déjà depuis 10 jours. Il y a 10 jours, on est entré dans une nouvelle phase de la campagne puisque j'ai eu mes colistiers, les 30 premiers et les 80 colistiers. Vous avez eu la main sur cette liste? Vous avez pu vous-même peser sur l'appareil? Bien sûr, c'est une discussion globale avec les chefs de parti et évidemment que j'ai eu la main. Donc vous vous sentez responsable de cette liste? Bien sûr, je suis responsable de cette liste. Ce sont mes colistiers, je suis la tête de liste. On a un projet commun, on a une conviction commune qui est plus d'Europe et mieux d'Europe. Évidemment qu'il y a des... Alors, je vais vous dire, ça me permet de dire aux téléspectateurs qu'on a une spécificité aussi avec cette liste. C'est la seule liste de coalition pro-européenne qui existe en France. Parce que moi, je suis Renaissance, je suis membre du parti présidentiel, mais sur ma liste, j'ai des élus, des candidats, des députés européens sortants qui sont membres du parti Horizon, qui sont membres du parti Modem, qui sont membres du parti UDI, qui n'est pas dans la majorité présidentielle et qui a décidé de rejoindre l'UDI, qui n'est pas dans la majorité présidentielle et qui a décidé de rejoindre la majorité présidentielle pour cette élection-là. Ça, c'est des questions d'appareil. Mais c'est pas anecdotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité de réunir autour du projet européen parce qu'on s'allie ensemble, parce qu'on a une conviction très forte autour du projet européen. Nous sommes la seule liste pro-européenne de coalition au Parlement européen avec une capacité à faire bouger les lignes. Et quand on parlait du président de la République, si on veut être efficace en Europe, il faut, avoir un leader européen qui est capable de faire bouger les lignes avec ses partenaires. C'est ce que fait le président de la République. Et il faut, être en capacité d'action au Parlement européen, d'influer sur la ligne du Parlement européen. Moi, je préside le groupe sans lequel aucune majorité n'est possible. Je préside le groupe qui fait le pont entre la droite et la gauche européenne. Et très souvent, la position de mon groupe fait la position du Parlement européen. C'est comme ça qu'on est influent au Parlement européen. Mais pourquoi ça ne marche pas alors? Pourquoi ça ne prend pas? Mais moi, je vous le dis, moi, c'est ce que je vois. Évidemment, je vous mentirais si je vous disais que je
je regarde pas les sondages, mais ce que je vois sur le terrain, c'est un intérêt des Français et de retour très positif. Je suis confiante sur les Français commencent à se mettre dans cette élection européenne et je suis confiante sur le fait que... Vous avez appris quoi dans cette campagne? Elle n'est pas terminée encore, cette campagne, et on fera le bilan vous, perso le 10. Non, alors j'ai appris beaucoup ou en tout cas j'ai mesuré l'importance de l'Europe pour les Français, même si parfois on a le sentiment que l'Europe c'est loin et que les Français pensent que l'Europe elle est loin. En fait, quand on discute, ils comprennent que oui, l'Europe c'est leur quotidien parce qu'il y a des fonds européens qui viennent permettre de faire telle ou telle formation, parce que l'Europe c'est pendant la crise sanitaire la stratégie vaccinale qui a permis à tous les Français d'être vaccinés. Et puis par ailleurs, je le redis, les Français me donnent beaucoup dans cette campagne. Merci Valérie Hayé, tête de liste Besoin d'Europe, d'avoir été notre invitée ce matin dans Face au Territoire. On se retrouve évidemment jeudi prochain. Au revoir à tous. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Merci.